tous, on n'est pas poète sans éloquence, on n'est pas orateur sans poésie et nous estimons que la vie est déjà une belle poésie et cette émission, un canal puissant pour l'expression même de cette poésie. En tout cas, bienvenue à vous et on espère que vous serez avec nous jusqu'à la fin de cette émission car à 12h GMT, on est tous. Et oui, c'est un bonheur. Un bonheur pour nous de vous servir chaque jour que nous sommes en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis en compagnie de Priscille, la dégameuse. Yes, Priscille, ça va? Bonjour à tout le monde. Alors, j'adore la casquette. N'est-ce pas? Elle est assez originale. Oui, il a bien fait les points crédits. Merci Caroline. Alors aujourd'hui, on a un piège, voilà, comme d'habitude. Et la question c'est, entre un verre à eau et des verres de lunettes, c'est quoi le vrai verre? Restez à l'écoute. Affaire à suivre, à poursuivre et à rattraper. Merci. Et nous sommes aussi en compagnie de Jean-Michel Honard. Bonjour Caroline. Oui, bonjour chérie. Bonjour à vous à la maison. Eh bien, nous évoquerons aujourd'hui un concours assez splendide, un concours de dictée, nouvelles et débats ouverts au lycée et grandes universités, collèges de Côte d'Ivoire. Je vous attends à ce rendez-vous-là. Merci beaucoup Jean-Michel. Et on accueille, avec les mêmes ovations, notre mascotte, Kadim, voilà, j'adore Kadim. De toute façon, les vacances c'est pour bientôt, donc on ne se prend pas la tête. Hein, donc moi, j'ai déjà commencé. Hein, et puis j'adore Kadim. Kadim, c'est quelqu'un qui bégaye, mais quand il chante, on ne le sent pas. Oui, mais c'est vrai, c'est une réalité. Mais vous voyez, c'est la maîtrise de soi. C'est quelqu'un qui se maîtrise. Qu'est-ce qui fait rire dans ça là? On dit quelqu'un qui se maîtrise. Hein, vous aimez tellement rire dans ça. Je l'apprécie. Voilà. Mais seulement, c'est ça. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. C'est vrai qu'il est bègue, mais il ne s'en cache pas. Voilà. Et c'est pas un complexe pour lui. Ça n'empêche pas là-dessus. Jean-Michel l'a dit. Tout à fait. Voilà. C'est seulement le groupe Aboutourous, là. Pour la E, quand il faut. Quand on pine à yo. Merci beaucoup, Dr Philo. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un mal dont souffrent des milliers de personnes dans ce monde, un dysfonctionnement de l'écoulement de la parole. Il s'agit du bégaiement. Et je vous assure que notre thème paraît un tout petit peu insolite. Je vous le lis. Je suis bègue et champion d'art oratoire international. Merci donc de recevoir notre invité témoin du jour. Et là, je vous assure que je suis en train de chercher son nom. Il va déjà commencer à avancer. Voilà, j'ai trouvé. Morley, bienvenue. Nangoné, champion d'art oratoire. Notre invité témoin du jour. Et c'est avec grand bonheur que nous l'accueillons. Avec bien sûr une table bien garnie. Alors là, Jean-Michel n'a même pas encore posé là ses trophées. Hein. Ce sont les trophées de notre invité seulement. Donc regardez, admirez et applaudissements encore pour lui. Alors Morley, on est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est un bonheur. Bonjour. Bonjour. Et on vous donne l'occasion maintenant là de saluer votre public et les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Chers spectateurs, chers téléspectateurs, je vous dis bonjour et c'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau qui est tant primé, ce plateau qui est, je pense, la plateforme qui est la plus vue, l'une des émissions les plus visualisées de notre RTI national. Et pour cela, je vous dis félicitations, madame. Merci infiniment. Merci. Un joli travail d'équipe avec des personnes très motivées, déterminées comme vous. Vous avez parlé tout à l'heure, on n'a même pas su, on n'a même pas soupçonné un petit bégaiement. Et on a même des doutes, hein. On commence à être très sceptique là-dessus. Est-ce que vous étiez vraiment bègue? Est-ce que vous l'êtes encore? On le saura avec tout le stress de cette émission. Dr Philo, la balle est à présent dans votre camp.
Merci beaucoup. Et là, j'ai amorti la balle maintenant. Non, allez, champion, merci. Ça, c'est l'éléphant de l'art oratoire. Tout à fait. Voilà. On va se contenter de ça parce que les autres, là, on ne les voit plus. Donc, de toute façon, merci de nous faire plaisir. Je lui ai dit que, vous avez vu, les becs, généralement, vous avez dit qu'on n'a pas su qu'il bégayait. Moi, j'ai su. Mais c'est la maîtrise de soi, en fait. C'est quelqu'un qui se maîtrise, sait se maîtriser. Et les becs, généralement, ils aiment trop parler. Mais ils aiment trop parler. On dit, tu saluer les gens tout de suite, il a fait 1 minute. Donc, généralement, c'est des gens qui aiment trop parler. Oui, c'est comme ça, ils aiment trop parler. Mais quand ça ne vient pas, puis je lui ai dit, c'est pas une fatalité. Moi, j'ai dit, Dieu merci que vous êtes bègue. Parce que, bref, vous avez la foi, vous dites tout ce que Dieu fait bon. Voilà. Tout ce que Dieu fait bon, Dieu sait pourquoi. Et puis quand c'est naturel, moi, je dis, il y a des gens, même leur patronyme, Jean-Emmanuel le bègue. Parce qu'on a eu des ancêtres même qui étaient bègues à l'époque. Même le... Oui, et puis c'est des gens qui réfléchissent 3 fois plus que nous. Parce que le truc est là, c'est pour que ça sorte ses problèmes. C'est tout. C'est-à-dire le truc est là, lui réfléchit. Il y a tellement de solutions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire sortir? Il faut aller à l'essentiel. Il faut aller à l'essentiel. Parce que l'art oratoire, c'est l'art de convaincre, l'art d'émouvoir. Il faut pas... Il y a des gens qui parlent, ils sont pas bègues, ils parlent beaucoup, mais ils disent rien de bon. Mais lui, il vient là, un seul mot qu'il va faire sortir là, il vous convainc en même temps. Louis XIII, qui a régné, le roi de France, qui a régné au XVIIe siècle. Oui, je vous en prie, nous faisons une recherche dans cette émission. Alors, au XVIIe, oui. Et le gars, il dit 17e siècle, je vais plus loin, c'est entre 1610 et 1643. Il a régné, le roi de France. Il était bègue, on l'appelait lui le juste. Parce qu'il était juste, même lui le bec, lui le juste, parce qu'il était juste, parce que ce qui sortait là, c'était propre. Réfléchir juste là, puis faire sortir. En même temps, on dit que c'est pas parler beaucoup qui est... Voilà. Je vais vous faire voir une vidéo. C'était à Saint-Valentin 2016, ici à Saint-Midi, sur ce même plateau. Il s'agissait de Draguer Tia, qui est artiste, chanteuse, magnifique, belle, très belle. Jean-Michel et moi, on était en compétition. C'est vrai que vous étiez en compétition avec Jean-Michel. Mais il a parlé. Elle était obligée parce que c'était chaud, tout ce qui sortait là. Mais quand je suis venu net, là, oratoire, j'ai placé un seul mot. Elle dit, c'est toi, je veux. Suivez la vidéo. Des belles phrases, parce que je ne suis pas un poète. C'est vrai que je suis un garçon, mais moi, j'ai pas envie de sortir avec toi. Ce que je veux, c'est entrer avec toi dans une vraie relation. Je suis un homme, mais... Ben, je ne vais pas passer par 1000 chemins Tia. Je suis un homme et je veux sortir avec toi. Point. C'est ça. Quelle illustration. Mais c'est tout le sens de la communication, la précision. La précision, aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, trop parler dans le dagbé. Alors, c'est ça. Jean-Michel n'en peut plus, là, il est mort de rire. Allez, non, je vous dis que, voilà, après cette illustration, je vous dis que vraiment, vous devez vous féliciter et puis vous allez, merci d'apprendre la parole à ceux qui se disent qu'ils parlent mieux que vous. C'est l'essentiel. Parler vraiment mais franchement, c'est pas du tout facile pour tout le monde. Merci beaucoup, on applaudit très très fort Dr Philo. Et tout de suite, je vous conduis à la question du micro-trottoir. Êtes-vous capable de prendre la parole en public lors d'une cérémonie? Aïe, 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 c'est chaud là. Je suis capable de prendre la parole lors d'une cérémonie. Parce que la prise de parole se prépare dès la classe. À partir de la classe, déjà, l'élève doit essayer ou bien doit se préparer à prendre la parole. Quand vous êtes en classe, il faut essayer d'échanger avec le professeur et il faut essayer aussi de gouverner la classe. Cela facilite la prise de parole en public. Parce que le public commence à partir de la classe. J'ai souvent pris la parole en public lors d'une cérémonie, donc je suis capable de le faire. Je prends la parole en public dans le cas de... Souvent, quand on me demande de passer certaines informations, aussi dans certaines associations, parce que je fais partie de certaines associations, donc j'ai l'occasion de prendre la parole en public. Je suis capable de prendre la parole en public parce que je suis dans un mouvement qui enseigne plus ou moins comment prendre la parole en public. Voilà. Donc je ne stresse pas devant un public. Lorsque tu es en face d'un public, il faut garder le calme d'abord. Il faut regarder au fond de l'endroit où tu te trouves pour ne pas stresser. Je peux, ça dépend du thème que je vais aborder. Si je me sens à l'aise dans ce thème, je pense que je peux.
Avec nous en plateau, Monsieur Nongone Morley, bienvenue. Il travaille dans l'humanitaire, il est chef d'équipe projet de l'ONG Espace Confiance, une ONG qui milite en faveur de la santé et du développement. Il est titulaire d'un bac plus 4 en protection des végétaux et de l'environnement, lauréat du concours international de discours Toastmaster et récemment en mars le concours d'art national oratoire JCI Côte d'Ivoire. On est fiers de vous, champion. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Alors, on vous a entendu il y a quelques instants et la question qu'on a envie de se poser, est-ce que vous étiez réellement bègue? Si oui, à quelle époque de votre existence? On va commencer par ça et puis les autres questions vont suivre. D'accord. Et aussi à quel degré? Ok. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez. À travers cette lucarne, que je puisse transmettre un message à toutes les personnes qui, à un moment bien donné de leur vie, se sont dit qu'elles ne pouvaient pas. Concernant votre question, je ne la mettrai pas du tout au passé. Je dirais que c'est encore dans le présent. S'il vous plaît, prenez-nous au sérieux. Effectivement, c'est encore dans le présent de la mesure où les premiers mots que j'ai essayé de prononcer ici lorsque vous m'avez donné la parole pour la première fois sont venus de très loin. Sont venues de très loin à l'intérieur de moi. Elles ont eu du mal à sortir. Juste pour dire à quel point le bégaiement, il existe chez les personnes, certes, d'autres où plein de personnes arrivent à pouvoir le contrôler, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse en parler au passé. Car dès qu'il y a un moment de stress, un moment de perte de contrôle, un moment d'émotion, que ce soit la joie, que ce soit la colère, que ce soit un choc, on n'arrive plus à trouver nos mots. J'ignore quelle est l'origine. Je n'ai jamais eu à rencontrer un médecin parce que les conditions ne se prêtaient pas à cela. Je n'ai jamais cherché à comprendre pourquoi. Je suis né bègue. J'ai donc grandi comme cela et il a fallu un moment bien donné de ma vie me donner les moyens pour pouvoir contrôler, surmonter, pour pouvoir atteindre mes objectifs et devenir une meilleure version de moi-même. Et justement, comment est-ce que vous avez vécu votre enfance avec, je le mettrai entre griffes, ce handicap? L'enfance, à travers cet handicap, n'est pas une sinécure. Dans la mesure où les enfants, peu sachants et pas très bien informés sur certaines situations, ont tendance à se railler leurs amis qui ont du mal à pouvoir s'exprimer. Il était donc, dans mon cas, cela était donc mon cas, et effectivement de façon récurrente. Il est donc clair que je n'avais pas d'amis. Mes amis, c'était mes frères et mes sœurs. Mes amis, c'était mon père et ma mère. Le premier ami que j'ai eu, j'étais déjà au CM2. Il est venu vers moi, il a insisté, il m'a appris à rouler au vélo. Pour cela, j'ai fait un chapeau, j'ai fait un coup de Yana Mori Bakayoko qui est en Allemagne actuellement, qui m'a tendu la main et qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir avoir d'autres amis encore. Et donc, juste pour dire à quel point dans l'enfance, c'était une difficulté. Ça a été une difficulté, ça a été une grande souffrance. Et les rapports avec la famille, les parents? J'ai eu la bonne fortune d'avoir une famille magnifique. Pas beaucoup de moyens, mais beaucoup d'amour. Avec mon père, nous parlions. Avec ma mère, elle nous écoutait. Et donc, vivre dans un environnement pareil et se retrouver dans la jungle auprès d'enfants ou de personnes mal sachantes sur une situation et n'essayant pas de comprendre l'individu, ma famille a été, je dirais, ceux-là même qui m'ont aidé à comprendre tout cela et à supporter. Car mon père me répétait à chaque fois que je suis un garçon intelligent. Ma mère n'a jamais essayé de me réprimander parce que je n'arrivais pas à sortir mes mots. Et vous faites bien d'utiliser le mot fortune parce que les cas sont légion, ces personnes qui sont stigmatisées et rejetées même dans leur propre famille. On a plusieurs fois entendu dire toi quitte là, tu ne sais pas parler, c'est toi qui veux toujours parler, c'est déjà arrivé, alors tais-toi. Voilà, c'est arrivé et c'est récurrent. Aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que vous avez eu la chance d'avoir une famille qui s'est montrée patiente et qui vous a aidé à avoir une certaine estime en vous.
Et c'est important. Effectivement, et le seul cas dramatique ou grave que je pourrais citer dans mon parcours, c'est l'impact donc de l'image que les gens ont de cette situation-là en dehors de chez moi. Car à un moment bien donné, un enfant, il faut qu'il sorte de chez lui, qu'il parte à l'école. Et j'ai eu la malchance de répondre pour la première fois à ma classe de 3e. Ça a été vraiment une difficulté dans la mesure où toute l'année durant, je ne prenais pas la parole en classe. Je ne prenais pas la parole en classe non seulement par rapport aux résultats que j'avais pu avoir, et aussi par rapport à l'image que je me disais être en train de refléter sur les autres. Je me disais qu'ils pensaient que je n'étais pas intelligent. J'ai repris une classe, je me trouve donc dans une classe de doublant. Pour quelqu'un qui avait déjà du mal à pouvoir s'exprimer, c'était une situation assez difficile. Et je pense l'avoir franchi les premières fois, peut-être dans la classe de première, où j'ai eu à lire mon devoir, mon introduction de philosophie. Et moi, ça m'a marqué. Peut-être que les élèves de ma classe ne seront pas marqués par cela, mais moi, ça m'a marqué parce qu'ils ne m'entendaient pas assez parler en dehors des pauses, des récréations. Et je parlais juste avec ma voisine, ou encore mes voisins de derrière, mes voisines de devant. Et ce jour-là, lorsque j'ai commencé à lire, j'ai senti que la classe était calme. La classe était tellement calme. Ça m'a marqué parce que je me suis dit, ils sont en train de comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de rentrer. Et j'étais très content. Et ça a été le point de départ, je veux dire, pour la prise de conscience de ce que vous étiez capable de passer d'un point A à un point B. Entre autres prises de conscience, je pourrais dire, mais la vraie prise de conscience, je dirais le vrai déclic a été mon contact avec une organisation de jeunes de 18 à 40 ans dénommée la Jeune Chambre Internationale. J'y ai découvert des jeunes ordinaires. D'accord. Faisant mains et pieds, se battant au quotidien pour réaliser des actions extraordinaires. Et je me suis vu à travers eux, je me suis vu en train de me dire, je souhaite faire comme eux. Ça a été le premier déclic. Et j'essaierai de faire comme eux. Vous arrivez, je veux dire, forcément des jeunes, comme vous le disiez, intelligents, peut-être éloquents aussi. Oui. Est-ce que ça ne va pas développer quelques complexes en vous? Je veux dire, je ne vais jamais arriver à ce niveau. Est-ce qu'ils ne vont pas se moquer, moi, de mon niveau ou de ma façon de m'exprimer? Qu'est-ce qui vous anime une fois que vous êtes en contact avec ces jeunes hommes, ces jeunes gens? Ce qui m'anime, en fait, c'est que je suis de nature à rechercher ce que je ne sais pas. J'ai en question soif d'apprendre. C'est donc la raison pour laquelle je mène beaucoup d'activités. Car je n'avais encore jusque-là pas découvert ce dans quoi je pourrais vraiment exceller. Et tout ce qui m'intéressait un tant soit peu, je m'y mets. Et je m'y mets intensement, passionnément, à fond. Parce que je les ai découverts, j'ai compris que ce qu'ils faisaient, ce qui m'a orienté vers eux, c'était l'action communautaire. J'adore l'humanitaire. J'ai arrêté, du moins, je me suis débrouillé pour avoir mon diplôme de maîtrise pour faire que l'humanitaire. Je n'ai jamais travaillé dans le domaine de formation dans lequel je peux avoir une maîtrise. Je me suis jeté corps et âme dans l'humanitaire et je me suis formé sur le tas parce que je me suis dit, si de là où j'étais, j'avais eu une main tendue pour m'orienter, pour me tirer, pour me montrer la voie, j'aurais progressé plus rapidement. Et le peu que je puisse faire pour transmettre des choses aux gens, pour faire comprendre, pour faire des choses pour les autres. Car pour la petite histoire, lorsque j'étais enfant, quand on me demandait ce que je voulais être, je disais que je voulais être super-héros. Car je lisais, j'étais plongé dans mes bandes dessinées, je voulais être super-héros pour sauver un maximum de personnes. Et nous pensons, aisément, nous pensons que vous êtes sur la bonne voie. Justement, donc, vous avez participé à des concours où vous avez été donc lauréat à maintes reprises sur le plan national comme sur le plan international. Alors la grande question qu'on se pose, déjà vous n'avez pas répondu à la question de savoir, vous étiez à quel degré de bégaiement? On ne sait pas si c'est un degré moindre ou accentué. Et secondo, c'est de savoir maintenant, comment est-ce que vous avez travaillé sur vous-même, à l'intérieur de vous, pour obtenir ce résultat que nous avons aujourd'hui à l'antenne?
Merci pour la question. Évaluer le degré de bégaiement d'une personne, c'est dans le domaine médical. Pour ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, je n'ai jamais eu le moyen de me rendre chez un médecin afin qu'il puisse évaluer mon niveau de bégaiement. Aussi, me concernant, j'estime être dans une posture de bégaiement moyen dans la mesure où, lorsque j'étais en confiance, même si je titubais, je n'avais pas une fluidité langagère, j'arrivais néanmoins à converser avec mes amis, avec mes parents, avec ma famille. Mon bégaiement s'aggravait lorsque ma sœur m'énervait, car c'était son travail. Et là, je n'arrivais pas à placer un mot. Quand nous nous retrouvions devant les parents, je n'avais jamais raison parce que je n'avais jamais l'occasion de placer un mot. Il en était aussi de même lorsque je me retrouvais dans une situation de stress, notamment sentimental. J'avais du mal à sortir les premiers mots. Et je peux dire que le niveau était moyen. Et du coup, en termes de travail, pour en venir à la deuxième partie de votre question, le travail, il est parti, selon moi, sur une prise de conscience qu'il faut que je puisse parler. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis un passionné d'humanitaire. Je me suis rendu compte que pour pouvoir travailler dans l'humanitaire, il faut pouvoir diriger des projets, il faut pouvoir faire adhérer une idée à des gens, il faut pouvoir donc partager une vision. Si l'on veut partager une vision, si l'on veut avoir un certain leadership, il faut pouvoir développer un tant soit peu sa communication orale. C'est la raison pour laquelle mon déclic est parti de ma volonté à devenir un leader. Un leader. Et partant de là, il était important que je puisse me renseigner. Qu'est-ce qui fait les meilleurs leaders? Un bon leader, c'est sa capacité à pouvoir communiquer. C'est sa capacité à pouvoir partager une vision, à pouvoir convaincre, à pouvoir transmettre des émotions pour que les personnes puissent passer à l'action. Et dans cet élan-là, je me suis rendu compte qu'il faut être calme. Car j'avais remarqué qu'à chaque fois que je suis calme, j'arrivais à mentir. Ne dois-je pas vous saluer pour votre honnêteté? J'arrivais donc à... Ça arrivait très souvent? Non, pas très souvent. Heureusement. Pour vous défendre, peut-être. Heureusement. Lorsque j'étais calme, j'arrivais à convaincre mes parents de me donner ce que je voulais. Là, je me préparais. Quand je vais vers mon père, vers ma mère, vers mon oncle, je suis calme, j'ai préparé ce que je veux. Je dis, mais papa, tonton, on doit acheter tel document à l'école. Il s'agit de ça, c'est très important pour ça. Je me suis rendu compte que tout était dans le calme. J'invite donc toutes les personnes qui nous écoutent à pouvoir noter cela. Lorsque nous sommes bègues, que nous voulons partager un message, le premier secret, c'est de pouvoir nous calmer. Car tant que nous ne sommes pas calmes, nous ne pourrons jamais aligner nos mots, aussi intelligents que nous puissions l'être. Nous ne pourrons pas. Ensuite, il faut pouvoir s'intégrer dans une dynamique de progression. Dans une dynamique de progression dans la mesure où on ne naît pas bon orateur, on le devient. On ne naît pas excellent, on le devient. Et lorsqu'on le décide, il faut pouvoir le formuler comme un projet, je le dirais même à la limite, et se donner les moyens, rechercher des organisations qui peuvent nous aider. Il y a la Jeune Chambre internationale, il y a Toastmaster international. Si vous ne les trouvez pas, que vous ne pouvez pas avoir accès à ces organisations, essayez en vous-même de trouver, du moins, l'astuce que je peux vous partager, c'est de trouver des organisations autour de vous, des associations, d'y militer, de faire l'effort de prendre la parole. Car, je le dis de façon très claire, nous sommes tous intelligents au même niveau. Nous sommes tous intelligents au même niveau. Et je dirais même que les personnes bègues sont tous intelligentes parce qu'elles sont frustrées. Justement, ce sont les idées certainement qui se bousculent, les mots qui se bousculent, tellement, on va dire, les idées foisonnent peut-être. Certainement. Alors, je veux savoir, vous nous avez parlé de la première étape qui était donc l'étape du calme, de la deuxième étape qui était donc l'étape de la volonté. Vous avez manifesté de la volonté, vous vous êtes décidé et vous avez commencé à parler en public. Exactement. Les premiers moments de vos prises de parole en public, est-ce que vous pouvez nous les décrire? Ok. Les premiers moments d'une prise de parole, je
conseillerais En ce qui vous concerne, comment ça s'est passé? En ce qui me concerne, mes premiers moments de prise de parole sont avec mes proches. D'accord. Des personnes, en public? Des personnes avec qui je n'ai aucun stress. Lorsque nous en arrivons au public, je dirais que la première fois que j'ai osé me tenir devant des gens... C'était certainement pour la pub. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Juste avant la pub, nous échangions avec notre invité, Morley. Morley qui est né, selon lui, bègue. Et pour lui, il est toujours bègue, mais il se soigne, il a travaillé, il a usé de beaucoup de volonté, il a décidé de franchir le pas. Aujourd'hui, il participe à des concours internationaux où il est lauréat, rassurez-vous. Comme je le disais, ça paraît insolite, c'est vraiment extraordinaire, mais il a fait, il a cru en lui. Il a eu beaucoup de confiance en lui. Il a aussi bénéficié de l'aide de sa famille, de ses parents. Enfin, même si sa sœur était un tout petit peu méchante. Voilà. J'espère bien avoir résumé tant soit peu ce qu'on a retenu sur ce plateau. Eh bien, nous en étions à votre premier discours. Comment est-ce qu'il s'est déroulé juste avant la pub? Le premier discours, effectivement, c'était un concours. Et j'ai prononcé, je devais prendre la parole pendant 7 minutes. J'ai parlé pendant 1 minute. Lorsque j'ai fini mon introduction, j'avais tout oublié. Vous devez prendre la parole pendant 7 minutes. Communiquer sur l'immigration clandestine. D'accord. Et j'ai pris la parole après avoir dit les 2 ou 3 premières phrases. J'ai tout oublié. Le stress. C'était... Quand vous sortez de là? J'ai fait de mon mieux pour continuer. Et vous n'abandonnez pas, hein? Je n'ai pas abandonné, pas du tout. N'abandonnons jamais, jamais. Et j'ai donc fait de mon mieux pour continuer à arriver au terme de 5 minutes. Et j'ai quitté le podium. Naturellement, je n'ai pas pu, mais j'ai retenu une grande leçon. Qu'il fallait travailler, se préparer avant chaque compétition, chaque prise de parole. Travailler comme si nous allions affronter le plus grand des publics. C'est la leçon que j'avais retenue ce jour-là. Très bonne leçon. Alors justement, par rapport à ça, moi, j'aime pas. Merci. J'aime pas qu'on ait trop ça. C'était le premier discours professionnel, on va dire en griffe. Et le premier discours sentimental. Parce que moi, tous les becs, oui, malheureusement, tous les becs que moi je connais, quand ils veulent draguer, ils envoient le petit frère où ils écrivent. Comment ça s'est passé la première fois que vous êtes retrouvés? Non, on rit pas, ça fait mal. La première fois que vous êtes retrouvés devant une go, la première go d'écrire, vous étiez fin. D'abord, je vous dis merci. C'est moi. Merci parce que je vous suis beaucoup. Ok. Je vous suis beaucoup. Merci, félicitations pour ce que vous faites. Merci. La première fois, je n'ai pas osé me présenter devant l'être aimé. J'ai donc envoyé un de mes vieux pères. Et il s'est arrêté au beau milieu du quartier. J'étais à au moins 10 à 15 mètres de lui. La fille aussi était à 15 mètres de lui, elle a crié « Akissi, de toute sa voix. » Mon petit l'a dit, il est tout au fond de toi. Le vieux père soigné. J'ai fait 1 semaine sans sortir de la maison. Au sortir de votre discours, excusez-moi, vous avez parlé de... Vous avez retenu quelque chose, une leçon. Parce qu'à aucun moment, vous n'avez mentionné l'aspect pratique. Est-ce qu'il y a eu un exercice préalable pratique avant le discours? Parce qu'il y en a qui s'exercent devant le miroir, comment voilà, faire sortir les mots. Est-ce qu'il y a eu ça? Pour la compétition de discours, effectivement, je m'exerce. Je m'exerce à tel point que mes neveux connaissent tout mon discours. Parce que je peux répéter 100 de fois un discours de 5 à 7 minutes. 100 de fois. Je le fais partout, dans la chambre, dans la douche, au salon. Je prends un miroir, je mets. Je travaille, lorsque j'ai fini d'intégrer mon texte, je travaille la gestuelle, les effets du visage, car c'est des émotions qu'il faut pouvoir transmettre, etc. Et donc, c'est un secret. Travaillez. Si vous avez une prise de parole, travaillez
sur votre prise de parole. Maîtrisez votre texte. Merci beaucoup, bienvenue. Jean-Michel. Merci beaucoup pour ce très beau partage d'expérience. Alors, j'ai une petite question qui est plutôt liée à vous parliez à l'instant de répéter énormément son discours pour être capable de produire la fluidité. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que parfois, quand on est bègue, on a une fois le calme acquis, une fois le discours préparé, on peut se retrouver dans la pratique à buter encore sur des mots. Est-ce qu'il y a d'autres secrets individuels que vous avez utilisés pour réussir surtout à avoir cette fluidité en permanence? C'est ce qui pourrait avoir joué à ma faveur. D'abord, je vous remercie pour la question. Ce qui pourrait donc jouer à ma faveur dans cette fluidité, je dirais, c'est peut-être en tant que bègue que j'ai pu, au fil du parcours, bénéficier d'un bon coaching quand même, des personnes qui m'écoutent, qui me regardent. En plus de cela, je dirais, cette estime de soi qui grandit au fur et à mesure qu'on se trouve meilleur, au fur et à mesure qu'on se voit en train d'être l'égal des autres. Le quotient émotionnel. Le quotient émotionnel, effectivement. Au fur et à mesure qu'on se dit que notre handicap n'est rien, ce n'est qu'un prétexte. Au fur et à mesure qu'on se dit qu'on peut, là où les autres aussi peuvent. Je pense que c'est des éléments que mes amis, mes congénères, ceux qui sont aujourd'hui dans la même situation que moi, doivent chercher à cultiver, avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, se dire qu'ils sont aussi capables de faire ce que les autres peuvent faire. Et que le petit élément où nous arrivons à tituber sur nos mots, même lorsque c'est très grave, on peut y arriver car il y a de grands orateurs qui étaient bègues, Démosthène, si je crois bien, l'un des plus grands orateurs de la Grèce antique. Il y a des acteurs tels que Bruce Willis, je pense qu'ils étaient bègues, Julia Roberts. Ce sont des personnes qui ont réussi. Bien sûr. Alors, Nangoné, on va revenir sur vos différentes prouesses. On rappelle que vous avez remporté en mai 2017 le concours international de discours Toastmaster et récemment en mars le concours national d'art oratoire JCI Côte d'Ivoire et en mai le concours international d'art oratoire JCI pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Oui. On est bien tenté de se demander si c'était un concours exclusivement réservé aux personnes bègues ou si c'était ouvert à tout le monde. Ok, merci. Bien au contraire, le concours est réservé à des leaders qui souhaitent pouvoir travailler leur communication et faire passer leur message. Car ils nous donnent des textes, pas des textes du moins, ils nous donnent des thèmes sur lesquels nous avons à produire, à faire de la production intellectuelle pour ressortir des éléments très pertinents. Et pour le concours d'Afrique et Moyen-Orient, en plus de cet aspect international avec des pays tels que le Nigeria, il y avait aussi des pays du Moyen-Orient tels que la Syrie où l'élément clé était l'anglais. Je ne suis pas bilingue. Je ne suis pas bilingue, il était donc question de pouvoir jouer sur tout ce que j'ai. En 30 secondes, on peut avoir quand même un exemple de ce que vous êtes capable de faire ou de ce que vous avez l'habitude de faire pendant les différents concours. C'est quelle caméra je regarde? Un discours. Celle-ci. Ok. Vous voyez, je bègue. Enfin. Ok, je vais essayer. Je suis maintenant convaincue que vous l'êtes en réalité. Allez-y. Comment une nation parvient-elle à se reconstruire des ruines d'une bombe atomique? Qu'est-ce qui motive et inspire un peuple à tourner la page sombre d'affrontement post-électoral pour se mettre à la lumière de la vie? Mesdames et messieurs, au terme de mon propos, à la fin de cette émission, je caresse le secret désir que chacun dans cette salle, que chaque téléspectateur puisse s'éveiller au fait que nous, jeunesse ivoirienne, nous sommes ces légions remplies de vaillance et gorgées de civisme et de discipline sur lesquelles doit se construire l'émergence de notre pays. Bravo. Merci beaucoup, Nangoné Morné. Bienvenue. Eh oui, là où des personnes sans handicap n'auraient pas réussi, il a lui réussi et c'est une grande leçon à tirer donc de cet échange. Mais ce n'est pas encore terminé. Nous allons encore une fois solliciter l'intelligence du sage Sissoko pour la suite. C'est parti, on vous retrouve tout de suite.
Bonjour Caroline. Bonjour Monsieur Langobé. Ben, Caroline, il ne finit pas de me surprendre ce monsieur. Ah ouais. Ah, mais il est formidable. Ça m'amène à penser à un dicton qui dit, et je cite, « Il n'y a aucune chance, aucun destin, aucun sort qui peuvent nuire à la ferme résolution d'une âme déterminée. Car la vie ne devient pas plus facile, mais c'est vous qui devenez plus fort. Vous avez pris le dessus de votre handicap. Je mets ça même entre guillemets. Vous êtes persévérant et la persévérance est un talisman pour la vie. Merci beaucoup, monsieur Morley. Vous êtes senti à un moment donné de la vie que vous êtes handicapé. Ça vous a fortement affecté. Vous vous êtes dit, mais attends, ma vie est gâtée. Je ne peux pas parler, je bégaye. Qu'est-ce que je vais dire devant les gens? Ça vous a même donné à un moment donné de rester dans l'antichambre. Mais vous êtes mis au combat. Vous aviez mis les moyens que vous connaissez pour sortir de ce carcan. Félicitations. Merci, monsieur. Je voudrais profiter, m'adresser à d'autres personnes qui sont comme vous, que le bégaiement n'est pas une fatalité. Il suffit de mettre un peu d'intelligence, le courage, et vous arrivez à atteindre l'objectif que vous visez. Et c'est ce que vous avez fait. Vous êtes formidable. Beaucoup. Merci infiniment, le sage. Je vais rapidement finir. Vous vous souvenez, Caroline, la semaine dernière, nous avons reçu ici un handicapé, un malvoyant, qui, n'est-ce pas, par son intelligence, a réussi à se faire une place dans la société. Tout à fait. Vous suivez le même exemple. Un handicap, tout le monde est handicapé, et vous l'avez dit dans votre exposé, que nous sommes tous intelligents. Mettez notre intelligence et le courage, il y a de fortes chances qu'on atteigne notre objectif. Merci. Ayons debout, Mamadou, des Kadjib, et pour que le message la salle Merci. En tout cas, on a été très heureux d'échanger avec vous, Morley, bienvenue. Et puis, on se dira à bientôt. Peut-être pour d'autres compétitions, pourquoi pas. La prochaine compétition est en Inde. En Inde. Pour la compétition mondiale où je représenterai la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le Moyen-Orient. L'éléphant orateur. Merci. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Alors, tout de suite, nous retrouvons Jean-Michel Aunin, CNET Littérature. C'est maintenant. Alors, très heureux de porter à vous cette information, un concours assez sympa, c'est Graines du Savoir, la 3e édition cette année, en 2018, un concours de dictée, débat et nouvelles ouvert aux élèves et étudiants à partir de la classe de 6e. Les gagnants cette année pour le concours débat lycée, c'est bien le lycée moderne de Koumassi, et on le sait depuis le 12 mai. Le lauréat à l'épreuve de dictée est un élève de l'EMPT qui s'appelle Sanogo Kodjoma, qu'on salue d'ailleurs. Et puis, date à retenir, le 7 juillet, la grande finale pour les universités et grandes écoles, particulièrement lié au concours du débat. Je voudrais tout de suite inviter ici pour vous donner plus d'informations sur où va se dérouler l'événement, comment y participer ou comment le suivre, et puis quel intérêt inviter précisément Dongo Ghislain, qui est le président de la Fondation Ahintier, organisatrice de ce rendez-vous. Sous vos applaudissements. Merci. Alors un micro, pour vous, ça va être le micro du sage. Allez-y. Voilà. Monsieur Dongo. Bonjour. Monsieur Dongo, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Alors, où va se dérouler cet événement précisément? À l'auditorium de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, ce sera le 7 juillet. En fait, il s'agit du concours de débat grandes écoles et universités que nous organisons. Nous avons déjà fini avec le concours de débat et de dictée pour les élèves du secondaire. Et comme vous l'avez dit, les élèves du lycée moderne de Koumassi qui sont ici présents, qui vont se lever, ont été les vainqueurs, les lauréats du concours de débat. Bravo. Également, il y a d'autres établissements qui sont venus. Il y a le collège Sainte-Ruth qui va se tenir debout aussi. Le collège Sainte-Ruth, voilà le Pougon. Le collège privé Les Cartésiens. Le collège privé Les Cartésiens. En plus, le lycée garçon de Bingerville et l'EMPT de Bingerville avec l'élève Sanogo Kodjoma qui est le lauréat de la dictée. D'accord, bravo. Ok.
Alors, cette année, vous avez fait éclater le concours à d'autres Oui, villes. c'est la troisième édition. Et à cette troisième édition, nous avons fait une finale régionale à Fekese-Dougou, à Boaké, et ici même dans la zone du sud. Et nous avons fait pareil à Lokossa au Bénin. Alors, donc, on va terminer avec ça. L'année prochaine, vous avez un projet, celui de... Oui, l'année prochaine, c'est d'étendre à d'autres pays. Et même ici, en Côte d'Ivoire, à toucher d'autres villes. Et nous profitons pour solliciter toutes les bonnes volontés à nous aider, surtout dans les récompenses des meilleurs élèves. C'est important pour ce genre de concours. En tout cas, merci infiniment d'être passé sur le plateau. Et à votre suite, nous allons recevoir d'autres invités. C'est donc la fin de la chronique de Jean-Michel. Effectivement, avec une dernière petite info. Allez-y, c'est qu'ils ont mis sur Internet à disposition une bibliothèque pour permettre aux élèves en classe de 3e qui passent le BEPC et ceux qui passent le bac, le BTS, de préparer leur concours plus efficacement. Et la bibliothèque, pour la voir, il faut simplement se rendre sur le site lesavoir.net. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons à présent recevoir les lauréats ivoiriens du Mandela Washington Fellowship for Young African Leaders, édition 2018, dénommée donc Yali. Il s'agit de Diawara Afoué Yasmine, chef de projet Voix de Jeunes, et dedans Stéphane Elvis, ingénieur projet Forage. Bienvenue à vous sur le plateau de ce midi. Yali, ça fait quand même 2 ans qu'on en parle sur ce plateau, mais étant donné que la répétition est pédagogique, nous allons vous demander de rappeler donc à notre mémoire ce que c'est exactement. Merci. Merci bienvenue. Moi, c'est Stéphane Dan. Et je suis ingénieur forage projet, comme vous l'avez dit. Le programme Yali, il s'agit du Young African Leadership Initiative, qui a été mis en place par le président Barack Obama depuis 2010. Tout à fait. Et en fait, le programme, il a pour objectif principal de stimuler la croissance en Afrique, renforcer la bonne gouvernance et la transparence, et surtout permettre d'améliorer la paix et la sécurité à travers le continent. Le programme Yali, il y a 3 principales composantes. La première composante, c'est le Yali Network. Il s'agit de cours en ligne. La deuxième composante, c'est les centres régionaux de leadership. Et la troisième composante, c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure, et pour lequel nous sommes retenus. Il s'agit du Mandela Washington Fellowship. Et justement, alors vous allez présenter des projets? C'est ça. Donc déjà, j'aimerais bien revenir sur le Mandela Washington Fellowship. Donc nous sommes en Côte d'Ivoire 15 plus 1 représentants, donc ambassadeurs. Pourquoi 15 plus 1 15 plus 1 parce que nous sommes 15 Ivoiriens sélectionnés. Et on a une d'origine congolaise, on va leur demander. Il y a quelques-uns qui sont là. Oui. Voilà, levez-vous qu'on vous voit. Il faut qu'on vous voit. Absolument. Ouais. Voilà, donc Bénédicte est originaire du Congo et vu que les sélections se font par nationalité, par pays, elle a été sélectionnée depuis le Congo, mais elle travaille ici en Côte d'Ivoire pour la Côte d'Ivoire, donc elle part avec nous et on est heureuse de l'avoir parmi nous. Alors, de façon succincte, vous, votre projet, c'est lequel? Alors, mon projet, celui pour lequel j'ai été retenue, il s'agit de English for Everyone. C'est une initiative que j'ai lancée depuis l'année dernière qui consiste à apprendre gratuitement l'anglais à des enfants dans des écoles publiques primaires. Donc cette année, depuis l'année dernière jusqu'à cette année, c'est 550 enfants que j'ai pu former avec l'aide de bénévoles en anglais. Important. Merci. Quand on sait aujourd'hui l'importance de l'anglais, n'allez même pas plus loin. Déjà, votre projet, il est pertinent et percutant. J'ai votre contact et je vous appellerai. Et vous, très rapidement, en 2 mots, votre projet? Mon projet, c'est les enfants. Parce que je pense que les enfants sont l'avenir de ce pays-là. Qui parle de développement durable, pas d'abord d'éducation d'enfants. Et donc, mon travail, et ce que je compte faire, c'est de permettre aux enfants de bénéficier de formations qui vont leur permettre d'être des grands leaders de demain. D'accord. Vous formez donc les enfants à devenir des leaders. C'est très important. Là, j'aimerais dire que nous organisons avec notre ONG, ce samedi-là, à l'occasion de la Journée internationale de l'environnement, une opération de coup de balai au niveau de la cité Bellevue, au niveau de Bellevue. Merci. Et puis, ce que nous voudrions vous avez tout notre soutien. Merci beaucoup. Ce que nous voudrions ajouter, très important, c'est que tous les jeunes Ivoiriens se sentent concernés par l'engagement dans leur communauté. Parce que derrière le programme de Yali, c'est ça. C'est de pouvoir former ces jeunes-là, nous qui avons des projets. Et mon projet, vous le trouvez bien, mais il y a des projets formidables. Et il y a des personnes qui n'ont pas été sélectionnées au Yali et qui portent de super projets. Donc l'idée, c'est que plus de jeunes puissent connaître, savoir qu'il y a des programmes tels que le programme de Yali qui peuvent participer, déjà entre parenthèses, donc c'est destiné aux jeunes entre 25
et 35 ans, mais nous avons des prématurés. Il y a Nouria qui est présente, qui a 22 ans, et Bintou qui a 24 ans, parce qu'elles ont des projets formidables. Merci. Donc, la formation se fait aux États-Unis, donc chacun de nous va aller dans une université différente aux États-Unis pendant 6 semaines. Et puis, à notre retour, enfin, il y a quelques-unes d'entre nous qui font des stages également de 6 semaines dans une entreprise aux États-Unis. Merci. Merci beaucoup. Et très rapidement, nous allons pour le quiz de la semaine. Voilà, quelle émission a été présentée hier sur le plateau de C'est Midi? Réponse A, 2 minutes pour comprendre. Réponse B, 2 minutes pour réussir. On va donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs. Nous saluons le groupe Confé César, bien prononcé j'espère. Ils sont avec nous dans ce studio. De quel côté? Ah d'accord, bien timide quand même. Merci d'avoir été là. On salue M. Aboua, Yaya, Gossan, Jean-Marie, César Koumassi, César Yopougon, César Plateau. Donc, c'est plusieurs écoles qui sont avec nous. Et nous saluons également le fan club C'est Midi. On salue tout le public finalement. Merci d'avoir été là et merci d'avoir contribué à la réussite de cette émission. On va se tenir debout parce que c'est la fin. Et voilà, merci à vous, merci à toutes les équipes qui ont participé donc à l'élaboration de cette émission. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. On vous retrouve demain à partir de 13h. D'ici là, soyez positifs et déterminés. Au revoir.